Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Isabelle Macaire, infirmière anesthésiste au CHU de Bordeaux et présidente du comité IAD de la SFAR. Je suis ravie de vous accueillir ce matin pour un tout premier web IAD scientifique consacré à la recherche et aux IAD. Je tiens à remercier tous les IAD qui ont accepté ce matin de participer et de présenter leurs travaux de recherche. Il s'agit notamment d'Aubry Saint-Cast qui viendra vous parler de l'étude FRIAD, une étude qui parle d'IAD et de recherche. Nous accueillerons ensuite Laure Bonneton qui a fait un travail, une étude prospective sur simulateur sur la ventilation au ballon autoremplisseur ou bas-vue des patients intubés. Nous accueillerons ensuite Julie Bompard qui vous présentera l'étude Le Mur, le rôle de l'IAD dans la cinétique temporelle de récupération biologique et clinique après une course de 24 heures. Nous clôturerons cette matinée par une présentation de Ludovic Meuret, IAD, membre du comité à la SFAR, qui vous présentera recherche clinique, par où commencer. Il vous dira si vous souhaitez vous lancer dans la recherche, quelles sont les questions à se poser, quelle est la bonne question à se poser. Voilà, cette matinée sera modérée par deux IAD, Marie-Pierre Matézac et Ludovic Meuret, et deux cadres IAD de santé, Amandine Boscar et Daniel Dupanloup. Vous pouvez poser vos questions en direct sur le site IAD paramédical de la SFAR. Voilà, je vous remercie à tous et à toutes et je vous souhaite un bon web IAD scientifique. Au revoir. Chers collègues, bonjour. Je suis Aubry Saint-Cast, infirmier anesthésiste au SAMU 93, hôpital Avicenne à Bobigny, établissement de l'AP-HP. FRIAD s'intéresse aux entraves et motivations à la recherche scientifique concernant les IAD. Nous n'avons aucun lien d'intérêt à déclarer sur cette étude. Depuis la réingénierie du diplôme d'état infirmier anesthésiste en 2012, un grade master à la clé, un remaniement de l'ensemble de l'enseignement s'est opéré avec l'introduction notamment de la recherche scientifique ayant pour point d'orgue le mémoire, mais également un stage en unité de recherche. Nous nous sommes donc interrogés sur la place de la jeune discipline dans le paysage professionnel et les premiers avis furent plutôt tranchés, discordants et parfois franchement hostiles. Il était légitime de se poser la question des raisons de ce manque d'engouement pour la discipline, pourtant partie intégrante du métier, et d'identifier les freins à son essor auprès des professionnels. Adulés par certains, décriés par d'autres, nous nous devions de faire la lumière sur la situation. D'une durée de 7 mois, l'étude a recueilli les avis des professionnels de tous horizons, exclusivement distribués sur les réseaux sociaux, par questionnaire électronique anonyme. Prospective et transversale, elle a permis de recueillir 183 questionnaires. Les données, couchées dans un tableau de contingence, ont subi une analyse descriptive effectuée en sous-groupe, chercheurs, non-chercheurs, réalisée à l'aide d'un test de Qui2. Les résultats les plus éloquents seront discutés. Les données socio-démographiques de l'échantillon sont présentées dans ce tableau. On remarque aisément la charge de l'ancienneté de la formation initiale des IA, de même que le score sans appel de la variable formation. Le deuxième tableau compile les variables des possibles freins et motivations liés à la recherche. Ainsi, le projet dans le service, de même que les deux items du défaut de savoir et formation, apparaissent ici bruyamment. L'histogramme global des réponses nous montre que les connotations négatives vis-à-vis de la recherche restent les moins citées, mais aussi que quel que soit le groupe, les aspects reprochés restent les mêmes, notamment dans les 3 premiers items. Avec 124 IAD sur 183 ayant déjà participé à une recherche, la profession ne semble pas en reste sur son implication scientifique. Les hommes se taillent la part du lion chez les chercheurs malgré la féminisation de la profession. Enfin, les derniers diplômés, moins de 5 ans, font briller les couleurs de leur master, fièrement obtenus en se montrant très significativement les plus intéressés et les plus à même de se lancer dans les méandres de la recherche. Malgré la plainte des deux groupes de ne pas disposer suffisamment de temps professionnel ou personnel pour mettre en place des études, cela n'arrête pas les chercheurs. Un bémol cependant, le résultat du temps personnel proche de la significativité pourrait tendre vers la véracité avec une augmentation de puissance de l'étude. L'implication médicale, particulièrement critiquée par les deux groupes, ne semble pas avoir de prise sur les chercheurs qui produisent leurs études malgré ce manque. La reconnaissance globale, quant à elle,
institutionnelle comme hiérarchique, profondément inexistante, ne semble pas altérer suffisamment le moral des chercheurs qui semble inarrêtable. Les qualifications positives de la recherche, illustrant les motivations, fleurissent dans les deux groupes et sont fortement représentées. Deux types de freins sont donc retrouvés significativement chez les non-chercheurs. D'abord, le manque de projets locaux dans les services semble ne pas inciter les professionnels à se poser des questions sur leurs pratiques. Ensuite, une grande proportion des non-chercheurs se sentent démunis au moment de concrétiser une idée potentiellement intéressante, laissant donc apparaître un énorme défect de formation. Il semble que les moyens pour faire avancer la recherche en soins chez les IAD et réaliser des études professionnelles soient une formation adaptée, continue et ou universitaire des IAD désireux de s'essayer à l'aventure. Et ensuite, d'évoluer dans un environnement local, dynamique et fertile en idées, basé sur l'émulation entre collègues et ou personnes ressources. Avec notamment les plus jeunes professionnels qui semblent les mieux prémunis à hisser les voiles de la recherche scientifique. Enfin, petit aparté, il semble que les chercheurs soient les plus critiques vis-à-vis de la recherche et ne se privent pas, pour le dire, laissant subodorer une myriade de problèmes qui ne semblent pourtant pas les arrêter. L'équipe recherche du SAMU 93 vous remercie d'avoir suivi ce topo jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. À très bientôt. Bien, merci Aubry de cette présentation. Je peux répondre qu'effectivement, elle m'a plu et qu'elle est plutôt ludique. Eh bien, on va passer aux questions. Je vais commencer par peut-être une première question sur le fait que les IED se déclarent démunis en démarrer une recherche. Est-ce que vous avez pu explorer le fait qu'ils aient connaissance des structures existantes ou des structures sur leur site, comme des unités de recherche clinique ou des référents recherche? Alors, clairement, on m'entend bien? Oui, j'espère. Non, mais clairement, il y a un défaut et de formation, et alors on pouvait pas tout mettre non plus parce que on a exploré plusieurs choses, mais effectivement, les gens sont pas du tout au courant, mais que ce soit les IAD ou que ce soit les autres paramédicaux, hein, parce que cette étude-là, elle est extraite, c'est une ancillaire d'une autre, beaucoup plus importante en fait, où il y a tous les paramédicaux et où j'ai 1300 personnes dedans interrogées, etc., des cadres, tout ça. Mais là, c'est que pour les IAD. Hein. J'avais extrait que pour les IAD parce que les réponses sont pas tout à fait les mêmes en fait en fonction des professionnels. C'est ça qui est intéressant. Et clairement, les gens sont pas du tout au courant vraiment de ce qu'il y a, ce qu'on leur propose, même localement. Hein. C'est-à-dire que les URC, les choses comme ça, s'il y a personne pour les guider, s'il y a personne pour leur dire, il faut que tu peux passer comme ça, tu peux faire ça, tu peux aller voir un tel ou un tel. Globalement, ils sont pas très très au courant quoi. Ils sont pas très au courant. Voilà. Aubry, merci pour Oui, ta présentation. je t'en Tu prie. m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Oui. Moi, j'avais également une question, donc un petit peu la suite de ça, c'est que bah, tu occupes un poste d'IA de recherche, en tout cas pour une En partie partie, de oui. ton temps. Oui. Penses-tu que c'est une solution justement donc à la démocratisation de la recherche chez les paramédicaux et en particulier chez les IAD? Et ne penses-tu pas qu'il pourrait y a également, comme il y a des IAD qui sont référents pharmacie, référents hygiène dans chaque secteur, ne penses-tu pas qu'un IAD référent recherche pourrait être également une solution? Alors, c'est à titre personnel, là, que tu me demandes, c'est ça? Hmm. Bah, clairement, nous, on a vu une extrême différence parce on fait un peu de recherche, disons, on faisait un peu de recherche sur nos heures perso, sur les heures un petit peu en dehors des camions, tout ça. Et on a vraiment vu une différence depuis 2 ans à peu près. Faut voir si je compte le Covid ou pas. Depuis 2 ans où on était un petit peu plus détaché, d'abord officieusement et puis officiellement, où par contre là, on avait beaucoup plus de temps. Et le temps était très important. Donc, dès qu'on est libéré, on peut s'occuper beaucoup plus des étudiants qu'on avait en charge. On peut travailler sur plusieurs dossiers en même temps. On peut travailler sur pas mal de choses. Et ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus présent. On peut former beaucoup plus facilement ceux qui sont là, mais aussi les collègues, parce que, enfin, clairement, hein, cette étude-là, elle est née parce que nous, on avait vraiment une levée de bouclier phénoménale vis-à-vis de la recherche chez les collègues IAD. Hein. Enfin, c'est un peu pour ça que je l'ai faite, parce que clairement, il y a ceux qui trouvaient ça très bien, il n'y a pas de souci, puis il y en a d'autres, il fallait pas leur parler de recherche, quoi. C'était clair et net, c'était absolument pas leur truc, et ils trouvaient même que c'était inutile. Et nous, ça fait 2 ans qu'on galère un peu pour se faire connaître, entendre, même auprès de nos collègues, en fait, parce que pour eux, ça sert à rien. Voilà, enfin, pour certains, en tout cas, ça sert à rien. Donc, d'avoir quelqu'un qui est détaché et qui peut se permettre d'aller voir, d'aller
remettre voilà, un coup d'information, se détacher éventuellement d'autres services, parce que c'est un peu ce qui est en train d'arriver aussi, c'est qu'on vient nous chercher maintenant pour d'autres services, et ben ça change vraiment tout. Enfin, clairement, si on n'avait pas été détaché, je pense qu'à un moment ce serait épuisé aussi, parce que ça veut dire faire en plus du travail de ce qu'on fait déjà. Et là, actuellement, surtout depuis un an, ça l'aurait pas fait du tout, quoi. Donc oui, effectivement, il y a une vraie différence, vraiment positive, en tout cas depuis qu'on est détaché un petit peu plus. Voilà. Et est-ce que tu penses que la réticence à la recherche parmi les IAD que tu as soulevées pendant ta recherche et pendant tes commentaires, là, est-ce qu'elle est générationnelle? Donc, ma question plus précisément, est-ce que depuis la réingénierie, on sent que ça fait plus partie de l'esprit IAD, que ça fait partie un peu de nos fonctions en fait, quoi. Pour les plus jeunes, Alors, ou est-ce que c'est pas du tout vrai? J'aurais aimé te dire que c'est pas du tout vrai. Seulement, le problème, c'est que même d'un point de vue statistique, il s'avère que ceux qui s'intéressent le plus à la recherche et qui ont l'air le mieux formés, en tout cas maintenant, c'est ceux qui ont moins de 50 diplômes, pardon. Donc c'est vraiment ce qui ressort et c'est ce qui est vraiment, d'un point de vue statistique, ce qui est vrai dans notre étude. Puisqu'on avait, je crois, un résultat inférieur à 5 pour 1000, un truc comme ça. Donc c'était assez étonnant. Clairement, il y a une différence générationnelle. Maintenant, il y a aussi ceux qui sont un peu plus âgés et qui s'y intéressent quand même et qui ont envie d'évoluer et qui ont envie de faire des choses. Voilà. Et en fait, dans les gens un peu plus âgés, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a des personnes, pour eux, voilà, ils n'ont jamais fait, voient pas l'intérêt et ils en feront pas. Et clairement, on sent bien qu'il y a une réticence assez importante. Et puis il y a ceux qui, ben, au début, oui, ben non, je connais pas, ils ont un peu peur. Et puis finalement, quand on discute avec eux, on se rend compte qu'ils sont intéressés. Ils auraient aimé travailler là-dessus, ils auraient aimé travailler sur d'autres choses. Et puis d'un coup, ça s'ouvre un petit peu. Mais clairement, nous, nos atouts actuels, en tout cas pour pouvoir développer ça, on se base essentiellement avec ma collègue hein, sur ceux qui sont là depuis moins de 5 ans, quoi. Vraiment sur eux. Même s'ils aiment pas forcément ça, mais parce qu'il y a aussi ouais, un problème de goût, hein, mais en tout cas, on peut vraiment beaucoup plus compter sur eux. Enfin, en tout cas, je trouve. Et puis, en tout cas, au niveau statistique, c'était évident qu'ils sont beaucoup plus présents et ils se sentent beaucoup plus concernés. Vous avez identifié donc certains freins, style la méconnaissance par rapport à certains de vos collègues. Vous Oui, m'entendez? Oui. oui, tout à fait, oui. Pardon, pensez-vous qu'il y ait d'autres freins, comme par exemple le fait de passer devant un CPP, donc Commission de protection des personnes depuis la loi Hurier-Jardé, le fait de faire partie d'un établissement promoteur, d'avoir une assurance. Est-ce que pour vous, c'est la lourdeur du système réside en un frein pour certains IAD? Alors, là, c'est à titre personnel que je vais le dire parce que là, il y a deux choses. Il y a les personnes qui ne savent pas trop comment démarrer et il y a les gens qui savent et qui savent très bien ce qui les attend. C'est-à-dire que, alors il n'y a pas toujours besoin d'une assurance, hein, ça dépend quel type c'est, mais effectivement, pour moi qui ai suivi un cursus de recherche à côté, enfin j'ai fait un DU de recherche à côté, et honnêtement, je savais pas tout ça, et pourtant j'en faisais déjà. Et quand j'ai vu la somme phénoménale de l'administratif et de tout ce qu'on doit faire, alors la NSM, tout ce qui est loi Jardé, effectivement, tout ça, les déclarations, le CPP, je dois dire que c'est quand même très lourd. C'est quand même très très lourd. Alors bon, c'est aussi lié à la France, hein, c'est aussi la protection des personnes et c'est totalement compréhensible et j'entends bien. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir une idée, d'avoir envie de faire des choses et d'avoir la volonté d'avancer là-dessus. Mais donc ça, c'est une première étape que je pense les gens peuvent franchir, mais il faut les accompagner. Et la deuxième, il faut qu'ils soient accompagnés parce que franchement, ça bouge énormément. Depuis que j'ai fait mon DU, il y a eu des choses qui ont changé. Enfin, ça change tout le temps. Et clairement, là, il faut quelqu'un pour les aider, quoi. Il faut quelqu'un pour les suivre. Et c'est là où les URC, quand elles ont envie de travailler avec nous, parce que ça, c'est un problème à Vicenne, je ne devrais pas le dire, mais en tout cas, on a une URC qui n'a pas envie de travailler avec les paramédicaux, donc on va voir ailleurs. Et donc, clairement, oui, non, mais voilà, c'est un petit message comme ça, à titre personnel. Et donc, du coup,
s'il n'y a personne pour les guider, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qui est mieux, ils se retrouvent à commencer quelque chose et ne pas avoir fait les étapes précédentes. Et ça peut être problématique pour publier, ça peut être problématique pour d'autres choses après. Et tout ça, ça peut être freinant, ouais, complètement. Ça peut être freinant quand on leur dit qu'il y a tout ça à faire. Tout de suite, il y a comme une vague administrative qui arrive et c'est compliqué. Et la personne qui peut les guider, c'est l'IA de recherche ou bien vous voyez plutôt l'anesthésiste, le méthodologiste, le statisticien, enfin l'équipe de recherche en entier? Vous Bah, identifiez. j'aimerais bien que ce soit un petit peu tout le monde. En tout cas, dans l'URC, où on a trouvé nos marques, qui est l'URC de la Rivoisière, en tout cas, où on a trouvé nos marques, globalement, on a affaire à plusieurs personnes, même si Mhm. souvent, on a une ou deux personnes référentes, maximum. Et puis après, quand c'est beaucoup plus spécifique, beaucoup plus pointu, beaucoup plus de l'ordre de la méthodo ou de stats ou des trucs vraiment quand on est dépassé, dans ces cas-là, on nous envoie vers quelqu'un. Mais maintenant, c'est vraiment quand on n'y arrive plus, parce que bah, avec ma collègue, ça fait quelques années qu'on fait ça, et c'est vraiment de manière générale quand on n'y arrive plus. Donc déjà, nous, on est capable, en tout cas avec ma collègue et puis d'autres personnes maintenant qui ont rejoint le groupe de recherche sur le GH, on est capable de les aider sur pas mal de choses. Là, on s'est déposé, on sait faire pas mal de choses, et c'est d'ailleurs ce qu'on apprend aux étudiants qui viennent chez nous. Et théoriquement, en sortant du mois de stage, ils sont capables de le faire également. Maintenant, je comprends que si on le fait pas souvent, ça s'oublie, hein, parce que c'est quand Alors, même assez lourd. Mais là, on a déposé un truc là pour la réalité virtuelle au SMUR il n'y a pas très longtemps, et on a tout fait aussi là. Enfin, tout a été fait. Donc c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on est capable d'apporter si besoin. Et c'est aussi l'avantage d'avoir quelqu'un de détaché comme ça et qui peut aider les autres s'ils en ont la volonté en tout cas. merci. Merci. Merci Aubry. Moi j'aurais une question en fait. 68% des répondants font de la recherche. Ça me paraît beaucoup. Voilà, je n'entends plus bien. Alors attends. Oui. Ça me C'était sur paraît 68%, c'est ça? ouais, ça me Ouais, paraît complètement. beaucoup, 68%. Alors, est-ce que tu as des chiffres comparatifs ou par exemple par rapport aux autres paramédicaux, est-ce que c'est Alors c'est moins. Alors effectivement, moi ça m'a un peu choqué aussi, mais voilà, c'est un des biais, je pense, de cette étude-là, c'est-à-dire que comme c'est une étude sur la recherche, tu risques d'avoir plus de monde qui sont intéressés par la recherche qui vont y répondre. Donc, pour moi, c'est un biais de sélection, à mon avis, hein. Enfin, je vois pas comment l'expliquer autrement. En tout cas, c'est évident que, enfin, je comprends enfin, que ça soit un petit peu élevé. Maintenant, il y a aussi un autre problème. Peut-être que la question était mal posée, et c'est aussi un des soucis. Donc, première chose, peut-être pas un biais de sélection. Deuxième chose, peut-être que la question était mal posée, et que pour les EIAD qui ont répondu, faire le mémoire, c'est faire de la recherche, ce qui n'est pas complètement faux. non. Donc, globalement, c'est difficile d'interpréter ce chiffre-là. Je l'ai, hein, c'est vrai, ça m'avait un peu interloqué à l'époque. Et est-ce que pour eux, c'est d'avoir fait le mémoire, parce qu'ils en ont tous fait un, c'est faire de la recherche, et dans ces cas-là, on pourrait même avoir 100% finalement, ou bien participer à une recherche avec les médecins, c'est aussi faire de la recherche. C'est là où je pense que ça manquait, et c'est a posteriori qu'on se rend compte de ça, hein, ça manquait un peu de clarté, en tout cas, dans la question. Parce que j'aurais aimé avoir vraiment, en fait, la question serait due, est-ce que vous faites de la recherche en tant que paramède, en tant qu'IAD, de la recherche en soins, en fait. C'était ça qu'il fallait poser comme question. Et peut-être que c'était mal compris. Alors pour moi, c'était clair, mais c'est vrai qu'à posteriori, on se rend compte que là, c'est un très gros chiffre, effectivement. Voilà. Donc, à part ces deux raisons-là, enfin, en tout cas, c'est ce qui apparaissait dans la discussion. Je vois peut-être qu'il y a d'autres raisons, hein, mais en tout cas, je pense que ces deux raisons sont très importantes. Merci. Et est-ce qu'on peut comparer par rapport aux autres paramédicaux? Est-ce que tu as un pourcentage, par exemple, chez les Alors, infirmiers pas ouais, anesthésistes alors ou là, les... je les ai pas, je n'ai pas extrait les données pour que les infirmiers. Si tu veux. Alors là, le problème, c'est que j'ai pas ça sous les yeux. Mais ce que je disais tout à l'heure, après que Amandine nous ait préparé, globalement, j'ai un panel de 1300 professionnels dans la vraie étude, parce que celle-là, c'est l'ancillaire avec que les IAD. Et j'ai une grosse étude de 1300 personnes à peu près, où il y a voilà, des puères, des IAD, des infirmiers, des cadres. Voilà, j'ai globalement quelques paramédicaux. J'aurais aimé avoir des kinés, j'aurais aimé avoir d'autres paramètres, mais ils n'ont pas répondu.
Après, oui, effectivement, si tu mets tout le monde en commun, on n'a pas forcément les mêmes freins. Il n'y a pas beaucoup de différence, hein, mais il y a quelques petits freins qui changent, et notamment à un moment, par rapport notamment au temps personnel. Bizarrement, pour les infirmiers, le temps personnel, ça les dérange pas. C'est assez bizarre, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de temps personnel, c'est pas ce qui va les déranger pour en faire de la recherche. Moi, j'avais trouvé ça bizarre parce que, à titre perso, je trouvais ça embêtant, en tout cas pour moi. Donc, j'étais étonné du résultat de ça. Voilà. L'autre étude, elle est pas encore, je crois que j'en avais parlé à la SFMU. Maintenant, on est en train de l'écrire pour la faire publier dans un journal, mais avec le Covid, j'ai pris énormément de retard. Mais voilà, la grosse étude devrait sortir normalement sur les 1300 personnes. S'il y a un moment, j'espère, tout va bien. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Euh, donc merci beaucoup Aubry. On avait encore d'autres questions, mais On on a va dépassé devoir le temps. passer à la suite. Bon. On va juste attendre que Laure Bonneton, qui doit intervenir après, se reconnecte, devait nous présenter un sujet sur la ventilation au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle, le fameux BAVU, chez le patient intubé. C'était une étude prospective sur simulateur. Donc on va juste attendre qu'elle revienne avec nous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, Ludovic, mais moi, je suis connectée de mon côté. Très bien, là c'est bon, c'est parfait. Bon. C'est parfait. Donc on va pouvoir lancer le sujet que tu nous avais envoyé et puis on passera aux questions par la suite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, je m'appelle Laure Bonneton et je vais vous présenter le travail que j'ai effectué sur la ventilation au ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle du patient intubé durant la phase de transfert de la salle de bloc opératoire vers la salle de surveillance post-interventionnelle. Le constat de départ de ce travail était d'une part une utilisation large du BAVU pour ventiler le patient intubé durant le transfert de la salle de bloc opératoire vers la salle de surveillance post-interventionnelle, et face à cela, une absence de monitorage des VT délivrés avec le BAVU alors que les recommandations internationales relatives à la ventilation protectrice préconisent de délivrer des VT compris entre 6 et 8 ml/kg de poids idéal théorique. Le but de ce travail était donc de répondre à la problématique suivante, à savoir, est-ce que les VT délivrés avec un BAVU à un patient intubé durant le transfert de la salle de bloc opératoire vers la SSPI sont compatibles avec une stratégie de ventilation protectrice? Pour cela, nous avons réalisé une évaluation des pratiques professionnelles sur simulateur, avec pour objectif principal la mesure des VT délivrés avec un BAVU, et pour objectif secondaire la recherche de variabilité pouvant être associée à l'administration de VT avec un BAVU, à savoir le genre du professionnel, son expérience en termes d'années d'exercice dans la profession et sa fréquence d'utilisation du BAVU. Par ailleurs, nous avons également évalué si un outil de formation tel que la ventilation au BAVU sur simulateur de poumon pouvait apporter une aide. Cette étude a été réalisée selon la logistique suivante. L'IAD devait ventiler avec un BAVU un mannequin haute fidélité, intubé, relié à un simulateur de poumon, lui-même relié à un système d'acquisition des données. Cela permettait d'obtenir de manière précise les VT délivrés par les IAD. Au total, ce sont 34 IAD du CHU de Clermont-Ferrand qui se sont portés volontaires à cette évaluation de pratiques professionnelles. Le schéma d'étude était le suivant. Dans un premier temps, le scénario de ventiler un patient intubé avec un BAVU durant le transfert de la salle de bloc opératoire vers la SSPI était proposé. Les IAD n'avaient dans ce premier temps aucun visu sur les VT qu'ils délivraient. La première consigne était de délivrer 10 insufflations au mannequin sans qu'aucune autre information ne leur ait été donnée. En deuxième consigne, 3 cas cliniques leur étaient proposés. La deuxième phase de cette étude correspondait quant à elle à la phase d'évaluation de l'outil de formation. Et pour finir, un questionnaire était proposé aux IAD dans lequel ils devaient renseigner les VT qu'ils pensaient avoir délivrés pour les 3 cas cliniques. La durée totale de l'étude était approximativement de 10 minutes par IAD. Les premiers résultats de cette étude ont montré que les 3/4 des IAD ont ventilé le mannequin de manière standardisée, c'est-à-dire sans demander ses caractéristiques morphologiques afin de pouvoir adapter les VT à délivrer.
En effectuant le rapport VT réalisé sur VT envisagé, lorsque les IAD devaient ventiler les 3 cas cliniques proposés, nous avons observé que 50% des IAD n'excèdent pas les 5% de taux de réussite et que moins d'un IAD sur 10 a un taux de réussite supérieur ou égal à 80%. Concernant le taux de VT délivré compris entre 6 et 8 ml/kg de poids idéal théorique, nous avons remarqué qu'un IAD sur 2 ne délivre pas plus de 2 VT sur 10 compris entre 6 et 8 ml/kg de poids idéal théorique et que seulement 15% des IAD ont obtenu un taux supérieur ou égal à 80%. Se pose alors la question des VT délivrés. Eh bien, en regroupant l'ensemble des VT délivrés par l'ensemble des IAD, nous avons remarqué que les VT délivrés étaient compris entre 2,5 et 12 ml/kg de poids idéal théorique et que seulement un quart de la totalité des VT délivrés était compris entre 6 et 8 ml/kg de poids idéal théorique. La recherche des facteurs associés à la délivrance de VT avec un BAVU s'est quant à elle révélée négative dans cette étude. Et pour finir, nous avons relevé que l'outil de formation qu'est la ventilation au BAVU sur simulateur de poumon était souhaité par la totalité des IAD, puisqu'après formation, la moitié de l'effectif a obtenu un taux de réussite de l'ordre de 90%. Cette étude a donc permis de mettre en évidence le fait que les VT délivrés avec un BAVU à un patient intubé sont peu compatibles avec une stratégie de ventilation protectrice, la cause essentielle étant l'absence de rétrocontrôle des VT délivrés. Par ailleurs, la ventilation avec un BAVU sur simulateur de poumon semble quant à elle indispensable et prometteuse. En perspective de ce travail, il est envisagé d'augmenter et de diversifier la cohorte afin d'obtenir des données plus représentatives. Je vous remercie de votre attention. Voilà, donc Laure, tu nous entends toujours? Oui, toujours. Très bien. Donc merci déjà pour ce travail de qualité, vraiment, on avait été très content de t'écouter pour cette présentation. Tu dis dans ta présentation que 3 IAD sur 4 ne ventilent pas avec un volume courant entre 6 et 8 ml/kg. Est-ce que les gens sont plutôt au-dessus? Est-ce que les gens sont plutôt en dessous? Alors vraiment, ça, du coup, il y a de tout. Il y a des VT qui sont compris entre 2,5 et 12 ml/kg de poids idéal théorique quand on regroupe en fait l'ensemble des volumes courants qui ont été délivrés sur l'ensemble des 3 cas cliniques. Donc vraiment, il y a de tout. Et est-ce que les gens ont conscience qu'ils ventilent en dehors des clous, en fait, finalement? Parce que c'est ça qui est difficile. Moi, j'ai appris l'anesthésie il y a très longtemps, et on me disait, oh, on sent beaucoup mieux à la main, on sent qu'on passe les bons volumes, et en fait, apparemment, ton étude montre que pas du tout, en fait, on se trompe complètement. Oui, voilà, parce qu'en fait, la délivrance de VT avec un BAVU, en fait, c'est fait à la simple appréciation de la dépression avec la main du ballon par celui qui l'utilise. Donc, en fait, en absence de rétrocontrôle, c'est très très compliqué en fait de délivrer le volume courant qu'on souhaite. D'ailleurs, les schémas dans la présentation PowerPoint le montrent bien, puisque 50% des IAD n'excèdent pas en fait un taux de réussite de 5%. Donc en fait, la moitié des IAD ne font vraiment aucun volume dans la fourchette qu'ils avaient envisagé de faire. Et qu'est-ce qui t'avait amené, toi, à faire cette étude? C'était un constat clinique? Tu avais vu que les gens ventilaient alors moi, c'était... Comment? Moi, c'était vraiment en fait une sensation de rupture, de partir de cette salle de bloc opératoire, d'aller en salle de réveil, de faire parfois dans des blocs qui ont beaucoup de salles, plusieurs mètres, et de ventiler en fait à sa simple appréciation, avec parfois quand j'étais à l'école des IAD qui me disaient insuffle un petit peu plus, d'autres t'insuffle trop rapidement, pas assez rapidement. Voilà, et du coup j'avais vraiment en fait une sensation de rupture. En fait, j'avais l'impression qu'on faisait une ventilation protectrice en péropératoire et que dès qu'on sortait de salle en fait, on n'avait aucun rétrocontrôle sur ce qu'on faisait, donc réellement on perdait pas tout le bénéfice, parce qu'on peut pas savoir si on perd le bénéfice, mais on maîtrisait plus ce qu'on faisait, et vraiment c'était ce sentiment de rupture en fait entre les deux.
Donc, je sens à votre propos que vous êtes une pro de l'extubation en salle de bloc, pour ne pas justement avoir ce transfert au bas-vu. Voilà, alors du coup, une pro, après c'est sur décision aussi du médecin anesthésiste réanimateur, sachant que au vu de la crise sanitaire actuelle, l'ASFAR a quand même émis des préconisations de l'adaptation de soins face à cette crise sanitaire, avec notamment un accord fort de privilégier, quel que soit le statut Covid du patient, les extubations en salle de bloc afin que les extubations en SSPI soient exceptionnelles, vu qu'on sait que les extubations sont pourvoyeuses d'aérosolisation et du coup c'est dans le but de limiter la propagation de ce virus. Voilà, mais je ne parlais pas forcément de la période Covid, je parlais par rapport à la rupture dont vous parliez de ventilation protectrice en salle d'opération versus le transfert du patient en salle de réveil. Est-ce que cette rupture vous inciterait même en période hors Covid à justement extuber tous vos patients en salle de bloc si le médecin le souhaite? Pour le coup, oui, au vu des résultats, c'est vrai que on peut être pourvoyeur de volotraumatisme et peut-être de barotraumatisme aussi et d'atélectasie aussi, donc tout ce qui est les lésions induites par la ventilation mécanique. Donc oui, potentiellement, en fait, cette étude, elle amènerait à privilégier les extubations salle de bloc quand c'est possible. D'accord. Une petite question par rapport à la fréquence, parce que dans votre étude, vous êtes intéressé au volume en termes de ventilation protectrice. Or, on sait que dans la ventilation protectrice, il y a aussi là une fréquence qu'on conseille aux alentours de 16. Avez-vous pu voir dans votre étude si les patients, si les infirmiers anesthésistes ventilaient avec une fréquence inférieure ou supérieure à 16? Alors du coup, par rapport à ce paramètre, en fait, tout le système qu'on avait monté, donc le mannequin haute fidélité intubé de manière étanche, relié à un simulateur de poumon, lui-même relié à un système d'acquisition des données, en fait, tout ça, ça nous a permis de recueillir en fait et d'enregistrer vraiment tous les paramètres ventilatoires. Donc volontairement, dans cette étude, on a émis le souhait en fait de vraiment se focaliser que sur les volumes courants parce que sinon ça aurait été vraiment trop long. Mais il faut savoir que on a pour intention d'étudier aussi également les pressions. Nous avons également aussi recueilli les fréquences respiratoires, donc pourquoi pas aussi étudier ce paramètre. Après, comme ça, je ne saurais pas vous dire, mais il me semble qu'il y avait un petit peu de tout aussi au niveau des fréquences. Hein. Il y avait de l'hyperventilation comme de l'hypoventilation. Très bien, je vous remercie. Bonjour Laure, merci pour cette présentation. Avec quel type de bavure est-ce qu'ils étaient munis justement d'une valve de surpression que vous avez réalisé l'étude? Est-ce que c'était standardisé? Non, alors c'était un bavu tout à fait standard qui n'avait pas de valve de surpression, qui n'avait pas non plus de valve de PEP. C'était vraiment le bavu qu'on trouve vraiment partout, puisqu'en fait je me suis rendu compte sur beaucoup de centres hospitaliers, les bavus sont souvent très standards en fait. Ils sont peu souvent munis d'une valve de PEP. Et les valves de surpression, en fait, je les ai retrouvées uniquement en pédiatrie, sur les bavus pédiatriques. Et là, du coup, l'étude, on l'a menée vraiment que chez l'adulte. D'accord, mais c'était sur le même bavu en fait. Oui, alors du coup, les IAD, ils ont ventilé de manière statique, donc ce mannequin haute fidélité, ils avaient toujours, c'était le même bavu. Hein. L'appareil, en fait, n'a jamais changé dans l'étude. Ok. Laure, suite à ces mesures qui sont quand même assez significatives, est-ce qu'on ne pourrait pas préconiser de sortir le patient à la l'aide d'un respirateur plutôt qu'avec un bavu? Là, je demande votre avis par rapport à votre étude. Eh bien, tout comme l'extubation en salle, la sortie sur un respirateur, forcément que ça n'améliorerait que la ventilation du patient durant le transfert. Après, c'est au niveau logistique et au niveau coût que ça risque d'être compliqué de munir en plus chaque salle d'un respirateur portatif pour les transferts de la salle de bloc vers la salle de réveil. Donc là, avec votre étude, on a quand même les moyens de montrer un réel bénéfice pour l'acquisition de respirateurs vers la sortie de celle vers la SSPI, par exemple. Mais alors, sinon, je rejoins un petit peu Daniel sur les questions tout à l'heure, parce que là, on a la période Covid. Vous avez fait cette étude
Parfois, quand on n'est pas conscient de ce qui se passe, on fait comme on a appris. Là, vous savez aujourd'hui que la ventilation, finalement, au bas-vu, elle est presque un peu aléatoire. Est-ce que vous avez changé vos pratiques suite à cette étude que vous avez menée? Personnellement. Alors personnellement, moi du coup j'ai eu l'avantage en réalisant cette étude d'avoir le matériel à ma disposition et d'essayer un peu plus en fait de me former à la dépression. Voilà. Après, il faudrait qu'on remonte tout le système et que je voie en fait a posteriori quelques mois après si réellement en fait je fais toujours les volumes que j'envisage de faire ou si j'ai perdu en fait tout le bénéfice de la pseudo-formation que j'ai pu faire de manière privilégiée. Je vais me permettre une remarque sur votre travail, parce qu'en fait, c'est une question, finalement, quand on est dans la pratique, on se pose plus tellement de ventilation bas-vue. Vous êtes posé cette question en tant qu'étudiante sur, justement, ça vous a interpellé. Et là, je trouve que c'est la vraie essence de la recherche, parce que votre travail, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une question assez, finalement, simple, qui a été bien étudié, bien mené et qui va vraiment changer les pratiques et vous avez des arguments pour le faire. Et donc, je ne sais pas ce que vous ferez, Laure, mais je vous encourage vraiment à continuer parce que c'est vraiment ce qu'on veut maintenant dans la formation et je pense que c'est vraiment le but d'avoir la recherche pour les paramédicaux. C'est toute cette démarche-là, mais je trouve ça super intéressant parce que finalement, cette question, quand vous me l'avez posée, je me suis dit, mais oui, mais elle a vraiment raison. Et au bout d'années de pratique, on ne se la pose plus forcément. Donc, merci. Eh bien, de rien. Sachez qu'en tout cas, comme je l'ai dit en perspective dans la présentation qui a été diffusée précédemment, c'est que cette étude, on envisage de la réaliser en multicentrique pour en fait augmenter la cohorte et la diversifier, puisque cette étude, en fait, elle a été faite que avec des IAD. On aimerait bien inclure des médecins anesthésistes réanimateurs, des internes d'anesthésie, pourquoi pas des infirmières de salle de réveil qui sont aussi susceptibles d'utiliser le bas-vu. Et puis après, peut-être aussi à plus grande échelle, le secteur extra-hospitalier qui aussi est amené à se servir d'un bas-vu. Tout ce qui est les SMUR, les SAMU, les pompiers, les ambulanciers, il peut y avoir énormément en fait de personnes qui sont amenées à se servir de ce dispositif, donc ils devraient être formés. Écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter pour trouver des centres d'inclusion et on attend vos travaux pour une présentation en présentiel au congrès, puisque on espère que bientôt nous pourrons nous rencontrer en chair et en os pour débattre de toutes ces idées en grand nombre. D'accord. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Laure ou on a le temps peut-être qui est écoulé parce que tout ça est passionnant. On va peut-être accueillir Julie Bompard. Si tout le monde elle est là, oui, Julie. Est-ce qu'on peut lancer le diaporama de Julie sur cinétique temporelle de récupération clinique et biologique après une course de 24 heures, place de l'infirmière anesthésiste. Les activités d'ultra-endurance sont des activités qui intéressent particulièrement le milieu militaire car elles permettent la préparation opérationnelle de nos forces. L'Institut de recherche biomédicale des armées, dont les missions sont la préservation de la santé du militaire en opération et la prise en compte du risque NRBC, a mené une étude sur une compétition de 24 heures, associée à la Fédération française d'athlétisme. Le 24 heures est une épreuve qui se caractérise par un effort continu, intense, sur un ictémère. Le rôle de l'infirmière anesthésiste est prédominant dans ce type d'épreuve pendant la course, mais également après. Son rôle va être de déceler et de traiter les signes de rhabdomyolyse. Ces signes peuvent être une insuffisance rénale aiguë, des myalgies et également des troubles ioniques. Ces troubles ioniques peuvent conduire à une cardiotoxicité, un syndrome inflammatoire aigu, une hypovolémie, la création d'un troisième secteur ou encore une CIVD. Notre étude nous a permis de mettre en évidence 3 périodes distinctes. La première qui intervient 2 jours en post-course qui correspond à la normalisation des paramètres biologiques. La deuxième qui apparaît 4 jours en post-course qui, elle, correspond à la normalisation des paramètres urinaires. Et enfin, la dernière période qui, elle, va être présente 8 jours en post-course qui, elle, va correspondre à la normalisation totale physiologique de l'ensemble des athlètes.
L'étude a été menée sur les 12 athlètes de l'équipe de France de 24 heures, 6 hommes et 6 femmes, lors du championnat du monde de 24 heures en 2019 à Albi. Les objectifs de cette étude sont premièrement quantifier le risque de rhabdomyolyse en équipe de France et connaître l'évolution de ce risque. L'objectif secondaire va être de pouvoir renseigner l'ensemble des staffs des équipes de France de 24 heures, que ce soit les athlètes ou encore les organisateurs. Nous avons réalisé des prélèvements sanguins à J-1, J0, J1 et J2, des prélèvements urinaires de la veille de la compétition jusqu'à 10 jours après et également fait un recueil de données pour chacun des athlètes de l'équipe de France. L'ensemble de ces données ont été retracées et analysées grâce au logiciel Sigmaplot. Nos résultats montrent qu'à l'issue de la course, 100% des athlètes ont présenté une impotence fonctionnelle. Pour un tiers d'entre eux, nous avons eu recours à une perfusion de sérum salé. Mais, dans le même temps, 100% de ces athlètes ont uriné dans les 3 heures. Sur le plan biologique, nous observons des taux de CPK importants, plus de 55 000 en moyenne à l'issue de la course. Un taux de myoglobine supérieur à 10 000 en moyenne. Et pour l'athlète qui présente les chiffres les plus importants, un taux de CPK supérieur à 215 000. Ces chiffres traduisent une rhabdomyolyse massive. Mais dans le même temps, nous n'avons pas observé sur le plan biologique de signes d'insuffisance rénale aiguë. De plus, à 48 heures, ces chiffres ont tendance à se normaliser. Sur le plan urinaire, nous avons observé à 4 jours une normalisation de l'hématurie et de la protéinurie. Enfin, sur le plan clinique, nous observons un retour à la normale avec une disparition des douleurs musculaires et articulaires à 8 jours. Il nous paraît important de distinguer 3 phases de récupération post-course. Le 2, 4, 8. 2 jours pour la phase de récupération biologique, 4 jours pour la phase de récupération urinaire et 8 jours pour la phase de récupération physiologique. Le rôle de l'infirmière anesthésiste diplômée d'État va être d'autant plus important durant l'épreuve, mais également durant les 2 jours suivant celle-ci. Merci Julie pour cette préparation. Est-ce que tu nous entends? Parfaitement bien. Parfait. Très bien. Donc c'est un sujet très sportif que tu nous as présenté. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce projet de recherche? Est-ce que c'est une raison personnelle? Est-ce que c'était quelque chose qui vous était demandé par le service de santé des armées? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la genèse de cette étude? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est, moi je fais partie de la Fédération française d'athlétisme depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Et il s'avère qu'avant d'intégrer en fait les études d'infirmière anesthésiste, je travaillais pour un institut de recherche biomédicale des armées et avec la personne qui était responsable de tout le domaine environnement opérationnel et environnement un peu extrême, on s'est penché depuis déjà donc un certain temps sur cette discipline qui est assez méconnue, qui est le 24 heures. Et on s'est demandé un petit peu où on allait parce que clairement c'est très peu référencé en termes de risque, en termes de prise en charge derrière. Et on a commencé à faire des recueils de données. Et petit à petit, on s'est rendu compte de différentes choses et ça nous a amené à cette étude qui nous a donc permis de mettre en exergue cette rhabdomyolyse assez importante et conséquente, même si en effet elle est résolutive extrêmement rapidement. Et ça nous a, voilà, on s'est dit que, étant donné que maintenant j'étais passée du côté infirmier anesthésiste, on pouvait peut-être essayer d'aller voir et de faire un joli travail à ce niveau-là. Sur quelle durée vous avez suivi ces patients? Tu nous présentes des résultats sur les jours qui suivent. Est-ce que après, au-delà d'un mois peut-être, est-ce qu'il y a encore des modifications? Est-ce que vous avez pu les observer? Alors nous, on est resté présents avec ces athlètes pendant 8 jours après la compétition. Et on a continué de maintenir un suivi par téléphone, voire visio si on pouvait avec certains, pendant encore 14 jours suivants. Donc ça nous a permis en fait de faire un recueil de données concernant leurs douleurs, leurs ressentis, et on leur avait donné également des bandelettes urinaires pour pouvoir contrôler justement la protéinurie et l'hématurie à distance.
et de pouvoir justement avoir des données concernant cette période où on n'allait pas non plus rester à nouveau pendant un mois avec eux dans le même endroit. Chacun a repris sa vie un minimum tout de même. On n'allait pas les bloquer pendant un temps conséquent. Est-ce qu'on peut comparer la rhabdomyolyse que vous avez observée là, pendant cette épreuve sportive un peu traumatique avec celle qu'on peut observer chez les polytraumatisés, par exemple? Est-ce qu'il y avait quelque chose de comparable d'un point de vue biologique? Alors, comparable biologiquement, bien sûr, puisqu'en fait, on a des résultats en termes de CPK notamment qui sont élevés au même point finalement que des polytraumatisés. La différence réelle et ce qui nous a vraiment étonné finalement entre un polytro qu'on peut avoir en hôpital, en structure hospitalière et ce type d'athlète, c'est le fait que ce soit résolutif extrêmement rapidement et sans apporter grand-chose en tant que tel, si ce n'est en fait, on les fait marcher extrêmement rapidement, donc on essaye d'évacuer l'acide lactique le plus rapidement possible et on fait en sorte qu'ils s'hydratent énormément. Donc c'est pas par le biais d'une perfusion, même si on en perfuse quelques-uns, mais de manière générale c'est pas par le biais d'une perfusion. Donc je pense que c'est surtout cette différence-là qui est finalement significative entre des polytros à l'hôpital et ce type d'athlète. J'ai encore une question, après je vais laisser la parole à mes collègues. Vous avez parlé d'un athlète qui avait un taux de CPK absolument incroyable, là, au-dessus de 215 000. Est-ce qu'il avait un profil particulier? Est-ce que vous avez pu identifier la raison pour laquelle lui avait présenté une biologie pareille et pas les autres en fait? Pas tant que ça, malheureusement. Il va falloir qu'on fasse d'autres investigations. Donc là, il est prévu qu'on refasse à nouveau des épreuves de 24 heures et notamment les championnats du monde là en octobre en Roumanie. Mais en effet, c'est une question qu'on se pose depuis pas mal de temps et qu'il faut absolument qu'on creuse parce que c'est pas forcément la performance. Alors, ils sont tous à plus de 200 km en 24 heures effectuées donc sur un ictémère, ce qui représente quand même une grosse charge en termes musculaires. Mais il va falloir en effet qu'on explore un peu plus ça. Après, on est face quand même à une population qui est hyper restreinte parce que tout le monde n'est pas capable de faire ce genre d'épreuve malgré tout. Mais oui, il va falloir qu'on explore un petit peu plus cette donnée-là. Pour la suite de Ludovic, alors je me permets. Donc vous parlez d'impotence fonctionnelle dans votre étude. Pensez-vous que ça soit lié à un épuisement musculaire ou tout simplement à une déshydratation, d'où la petite perfusion de NaCl? Alors clairement, je ne pense pas qu'on soit face à une déshydratation. On est à un apport hydrique quand même assez important. Les athlètes, tous les tours, donc tous les 1 km à 1 km et demi, vont boire quand même 25 centilitres d'eau. Donc ça représente une grosse charge hydrique durant toute la course, d'où l'apparition d'un troisième secteur justement durant ces 24 heures. Donc je suis pas persuadée, encore une fois, il faudrait explorer ça, mais je suis vraiment pas persuadée que ce soit par manque d'hydratation. Du moins dans le troisième secteur. Après, il faudrait pouvoir créer une hydratation intracellulaire qui clairement n'est pas envisageable durant l'épreuve. Donc on est plus face à ce type de déshydratation-là, d'où l'hyponatrémie constatée justement en fin de course. Donc a priori, on irait peut-être en effet vers justement cette rhabdomyolyse et donc vers la casse musculaire qu'il peut y avoir à la fin de l'épreuve. Cette impotence fonctionnelle serait réellement liée à ça, au-delà des courbatures tout simplement générées par les 24 heures de course. Ouais. Et par rapport à la rhabdomyolyse, justement, qui ne s'est pas accompagnée d'insuffisance rénale, alors qu'elle était assez importante, pensez-vous que c'est soit parce que vous avez affaire à des athlètes qui sont entraînés, qui savent s'alimenter, qui savent s'hydrater, et que de ce fait, on a pu éviter l'insuffisance rénale? Alors ça, pareil, on n'en est pas persuadé parce que quand bien même, alors en effet, ils sont entraînés, ça c'est une certitude. Maintenant, en termes d'alimentation, on tâtonne encore énormément sur ce point-là. Alors on a créé des recommandations sur les apports puisqu'il n'y a pas grand-chose d'écrit. Donc là, on a publié notamment un article il n'y a pas longtemps sur les différents apports qu'on peut apporter, notamment l'apport énergétique où on va conseiller entre 200 et 400 calories par heure. On va également conseiller un apport en hydrates de carbone de 30 à 50 grammes par heure pour les efforts de 4 à 6 heures, puisqu'encore une fois, ce sont des recommandations, certes pour le 24 heures, mais sur d'autres disciplines de long terme. Un apport protéique de 5 à 10 grammes par heure, et on propose en fait un apport hydrique de 0,450 à 0,750 litres par heure.
Donc là, on tâtonne encore beaucoup sur l'alimentation. Maintenant, l'insuffisance rénale, du coup, étant donné qu'on apporte énormément d'hydratation, on suppose que c'est plus lié à cette hydratation qu'on ne va pas avoir d'insuffisance rénale clinique observée. Ce qu'il faut également prendre en compte, là on s'oriente également sur une autre hypothèse, c'est que l'ensemble des hématuries qu'on pourrait constater ou autre, c'est que ce serait plus au niveau justement intestinal que se produirait un désordre assez important, et ce dès la 8e heure de compétition, où là a priori on casserait vraiment de l'hémoglobine au niveau intestinal, ce qui engendrerait, du moins ce qui pourrait engendrer tous les désordres constatés par la suite. Beaucoup pour ces commentaires très pointus. Petite dernière question, parce que l'ultra trail est à la mode. Souvent, donc, ce sont des amateurs qui se lancent. Est-ce que vous pensez que, du coup, par rapport aux sportifs que vous avez étudiés, vous auriez les mêmes problématiques ou des problématiques différentes? Est-ce que ça peut faire l'objet d'une autre étude? Alors, clairement, en plus, on l'a constaté avec l'avènement du Covid, beaucoup de personnes se sont lancées dans la course à pied et on est dans cette culture du toujours plus. Donc, pour aller vers des disciplines, voilà, on passe du marathon, du semi-marathon au marathon, au trail, aux 100 km, aux 12 heures, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un engouement assez important à ce niveau-là. À mon sens, il faut bien différencier deux populations. La première dite amateur, où on est vers des personnes qui vont s'inscrire de temps en temps à des courses, qui vont s'entraîner, mais pas autant que finalement qu'une personne dite professionnelle, auquel cas on va être face à différents problèmes. On va avoir les problèmes liés à la longueur de la compétition, où en effet on va être soumis aux mêmes risques biologiques, cliniques et urinaires que ce qu'on a pu avoir sur ce type d'athlète, et on va être face également à des risques médicaux d'impact en fait liés à des problèmes d'inflammation tendineuse, à des problèmes musculaires et à des choses qu'on ne rencontre pas chez des personnes qui sont surentraînées, puisque ont pris l'habitude justement d'avoir ce type d'impact, et donc réduisent les inflammations liées au surentraînement que peuvent avoir des athlètes débutants, puisqu'ils vont avoir une charge d'entraînement beaucoup trop importante par rapport à leur capacité. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et la dernière chose qu'il faut prendre en compte également, et qu'on minimise aussi sur les trails, les ultra-trails ou les courses de ce type-là, c'est la préparation au niveau des pieds, puisqu'il faut savoir que les athlètes de niveau national et international, généralement, prennent 1 mois pour préparer leurs pieds, pour tanner leurs pieds, créer de la corne, pour éviter d'avoir des ampoules assez conséquentes, puisque l'un des rôles de l'infirmier en fin de course, c'est justement de traiter les ampoules, où finalement ils finissent par perdre leurs ongles tellement elles sont conséquentes. Donc il faut aussi prendre en compte ce facteur-là. Je laisse la parole au suivant du coup. Merci. Oui. Bonjour Julie, moi j'avais une petite question. Alors tu parles des facteurs pendant la course d'alimentation. Est-ce qu'il y a des facteurs prédictifs d'une meilleure récupération? Vous avez étudié ça, donc il faut les faire marcher, il faut les faire boire. Et est-ce qu'une alimentation particulière peut améliorer la récupération? Vous n'avez pas étudié ça? Je vais avoir une étude de Normande, une réponse de Normande. On a essayé de prendre en compte et d'étudier un petit peu tout ce que chaque athlète pouvait ingérer en équipe de France. C'est extrêmement compliqué parce que quand bien même ils ont un plan d'action qui est extrêmement rythmé, au tour numéro 3, je vais prendre ci, je vais prendre ça, je vais prendre telle boisson, je vais prendre tel apport énergétique. C'est extrêmement compliqué de suivre ça dans le sens où en effet à partir de la 6e, 8e heure de course, on va être face à des désordres intestinaux, et à partir de ce moment-là, ils ne vont plus pouvoir physiologiquement ingérer ce qu'ils avaient prévu d'ingérer. Donc on se rend compte que c'est très variable entre chaque athlète, que certains vont avoir une appétence plus pour du sucré, d'autres pour du salé, d'autres, il y en a qui sont au coca, il y en a qui sont aux pommes potes, il y en a, enfin c'est extrêmement variable. Donc on essaye actuellement d'essayer de combiner cette étude avec notamment des études de sueur, où on prélève de la sueur à des instants T pour essayer de voir justement ce qu'ils perdent en fonction de ce qu'ils ont eu en apport, en fonction de ce qu'ils perdent, pour essayer au mieux de compenser les pertes qu'on peut avoir au niveau protéinique ou énergétique, pour faire en sorte qu'il y ait un rendement un peu plus important en termes de compétition et de résultats. La seule réponse que j'aurais à apporter à ça, c'est qu'il faut vraiment bien se connaître et anticiper énormément ce type d'épreuve et faire des tests l'année juste avant la compétition. Ok. Et par rapport à ton rôle en fait sur le terrain? Oui.
Alors encore une fois, c'est extrêmement variable. La majeure partie du temps, on est quand même extrêmement mobilisé en fin d'épreuve où on va être face à des personnes, encore une fois, en hyponatrémie aiguë. Donc il va falloir les perfuser avec des sérums hyper salés. On va être face également, on a eu des problèmes coronariens assez importants quelquefois. Donc voilà, il faut être prêt à tout moment pendant 24 heures avec une vigilance assez importante, pouvoir réagir à tout moment sur justement des potentiels infarctus, sur des potentielles fractures de fatigue aussi, où il y a une prise en charge de la douleur bien particulière. Et il y a également une prise en charge de la douleur aussi très importante suite à l'épreuve où là, clairement, leur EVA est à 10 sur 10 et il pourrait la coter à 15 sur 10 s'il le pouvait pendant les 4 jours suivants, quoi. Donc là, on va avoir vraiment un rôle. Alors, on va éviter au maximum de leur donner des thérapeutiques. Maintenant, quand il y en a besoin, il y en a besoin. Et on va aussi axer notre discours finalement plutôt vers de l'hypnose, vers du repos, des séances de top aussi, ou ce genre de choses. Mais oui, on a quelquefois recours de toute façon à de la thérapeutique. Julie, je pense qu'on a balayé beaucoup de questions qu'on avait à propos de ta présentation. Quels sont les projets pour la suite? Parce que je suis sûre qu'il y en a. Alors, il y en a beaucoup, c'est un petit peu d'explorer toutes les questions que vous avez pu avoir auxquelles je n'ai pas pu répondre. C'est en effet de pouvoir continuer à explorer cet univers du 24 heures, encore une fois très peu connu, mais passionnant, et de faire en sorte justement de pouvoir prodiguer des conseils à nos athlètes, à nos entraîneurs et à tout le staff présent pour pouvoir faire en sorte qu'on ait le moins de prise en charge possible au niveau médical, ça c'est certain. En tout cas, là, ce matin, nous avons eu 3 présentations de grande qualité avec quand même beaucoup de méthodologie, de rigueur, de connaissances. Moi, je suis impressionnée. Et donc, on ne va pas décourager ceux qui auraient envie de faire la même chose que vous. Et pour cela, notre membre de la commission, Ludovic Meuret, qui est notre référent recherche du groupe, lui va nous présenter la recherche clinique, par où commencer, parce qu'il faut bien tirer une ficelle pour commencer. Donc Aubry nous a laissé entendre que parfois quand on en savait un peu trop, ça pouvait faire peur. Parfois, il valait mieux commencer et découvrir petit à petit. Bon, en tout cas, on se pose tous des questions. On a quand même de plus en plus d'IAD et puis de paramédicaux qui se lancent dans la recherche. Et on a de plus en plus d'outils, de ressources, et on en a pas mal à l'ASFAR. Donc, je vais laisser le topo de Ludovic Meuret. Je vous laisse regarder, puis après, on sera tous pour échanger et poser des questions. À Ludovic. Bonjour à tous. Bienvenue au Web IAD scientifique, présenté par le comité IAD de l'ASFAR. Je suis Ludovic Meuret, infirmier anesthésiste de recherche au CHU de Rennes et membre du comité IAD de l'ASFAR. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche clinique. Par où commencer? Qu'est-ce que la recherche clinique? Commençons par la définir. C'est un processus méthodologique investi par des professionnels de santé avec une visée de production de savoir scientifique. Processus méthodologique. C'est donc une démarche bien précise, investie par des professionnels de santé. Cela signifie qu'elle est destinée à nous aussi, les IAD, avec une visée de production de savoir scientifique. Cette démarche sera donc fondée sur des preuves et non sur l'empirisme. On parlera alors d'evidence-based nursing. Mon propos n'est pas aujourd'hui de vous montrer de façon exhaustive l'ensemble des étapes d'un projet de recherche, mais vraiment de vous aider à commencer dans votre travail de recherche. Pour cela, j'ai choisi de vous parler du chemin que l'on va parcourir pour aller de la question de départ jusqu'à l'hypothèse de recherche, de manière à ce que celle-ci soit pertinente et innovante. D'abord, qu'est-ce qu'une question de départ? Cette question de départ, elle va naître d'un constat clinique que vous ferez. Elle correspondra à une pratique de soins insuffisante ou qui pose problème. Prenons un exemple.
Les patients opérés en orthopédie, sous anesthésie loco-régionale seule, sont parfois très anxieux pendant l'intervention. Et cela peut même conduire à l'échec de l'ALR. Maintenant, qu'est-ce qu'une hypothèse de recherche? C'est une proposition provisoire en réponse à la question de départ. Cette proposition devra être pertinente, c'est-à-dire utile aux patients. Elle devra évoquer un problème réel. Elle devra concerner une population importante ou un problème critique, être adaptée aux moyens que l'on a, humains, financiers, matériels. Elle devra être innovante, en apportant un regard nouveau sur le sujet, et vérifiable, car mesurable par un recueil de données, qu'elle soit qualitative ou quantitative, et peut-être même comparable avec une méthode qui est déjà utilisée. Si l'on reste dans le thème choisi tout à l'heure, voilà ce que peut être une hypothèse de recherche. L'utilisation d'un casque de réalité virtuelle comme outil hypnotique peut-elle diminuer l'anxiété péropératoire des patients adultes opérés sous anesthésie loco-régionale en orthopédie? Nous avons défini la question de départ, l'hypothèse de recherche. Nous avons illustré chacune d'elles par un exemple. Je voudrais vous montrer maintenant comment, en pratique, on parcourt ce chemin qui mène de la question de départ à l'hypothèse de recherche. Tout d'abord, il va falloir se poser des questions. De quoi parle-t-on dans mon projet d'étude? Quels sont les concepts soulevés par celle-ci? Si l'on reste sur notre exemple, il s'agira de l'anxiété, de l'anesthésie loco-régionale, la période péropératoire, la chirurgie orthopédique. Quelle population est concernée? Est-ce que je m'adresse à des adultes? Est-ce que je m'adresse à une population pédiatrique? Ce problème est-il répandu? Quelle est la prévalence de l'anxiété péropératoire? Combien d'ALR sont pratiqués par an en France en orthopédie? Comment peut-on répondre à ce problème? Que fait-on actuellement? Existe-t-il d'autres solutions utilisées dans d'autres contextes? Ma proposition est-elle innovante? Comment vais-je mesurer l'effet de ma proposition? Quelles données faudra-t-il recueillir? La comparer avec quoi éventuellement? Existe-t-il des échelles, des scores? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, il paraît important de se confronter à l'avis des autres. Les autres peuvent être des collègues, des experts sur le sujet que vous abordez, ou des experts dans le domaine de la recherche. N'oubliez pas également que les patients peuvent être ressources. Il est important également de réaliser une recherche documentaire et bibliographique. Cela vous permettra d'obtenir des définitions précises de tous les concepts que vous abordez, les termes que vous utilisez. Il faudra également faire un état des connaissances sur votre sujet, grâce à la littérature. Il faudra savoir également ce que dit la législation. Vous pouvez utiliser de nombreuses sources pour cela. On peut parler de PubMed et de sa version centrale, PMC, où l'ensemble des articles mis à disposition sont en version intégrale. Il faudra se référer aussi aux textes législatifs, aux référentiels des sociétés savantes, aux revues papier, et à chaque fois adopter une lecture critique. Comment s'organiser? Je vous propose de passer par l'écriture d'un résumé de l'étude, qu'on appelle également le synopsis. Il se présente sous la forme d'un tableau qui regroupe tous les éléments nécessaires pour la construction de votre projet. Il va vous permettre de circonscrire le sujet, de vous poser les bonnes questions, et toutes les questions, et de penser le pratique à partir du théorique. Vous pouvez bien sûr utiliser un modèle. Je vous présente donc un modèle qui présente de nombreux items. Nous n'allons pas nous intéresser à tous aujourd'hui, mais seulement à la partie encadrée, où il y a le rationnel, l'objectif principal, les objectifs secondaires, le critère de jugement principal, le critère de jugement secondaire, les critères d'inclusion et les critères de non-inclusion. Le rationnel, c'est un texte court qui décrira votre question de départ, son contexte, l'état actuel des connaissances et votre hypothèse de recherche. Il devra être référencé de façon bibliographique. Vous ne pouvez pas vous permettre d'affirmer des choses sans que la littérature ne le confirme. Je vous conseille pour le moment de rester à l'état d'ébauche. Vous devrez l'écrire et puis revenir un petit peu plus tard dessus pour le compléter, le rendre plus précis. Les objectifs, ce sont eux qui vont vous permettre de répondre aux questions soulevées par l'hypothèse de recherche.
Il y a l'objectif principal qui répond directement à votre hypothèse de recherche et qui est unique. Et également les objectifs secondaires qui sont eux facultatifs, car ils répondent à des questions satellites, des questions moins importantes soulevées par votre projet. Ils devront de toute façon être spécifiques, c'est-à-dire clairement définis et mesurables. Et c'est là qu'interviennent les critères de jugement. Les critères de jugement, ce sont les éléments que vous allez mesurer en réponse à vos objectifs. Donc, il y a le critère de jugement principal, dont la qualité est d'être unique et de répondre spécifiquement à l'objectif principal. Les critères de jugement secondaire qui vont répondre à chacun des objectifs secondaires que vous vous êtes fixés, si vous vous en êtes fixés, puisqu'ils sont facultatifs. Ils doivent être pertinents, exprimés de façon claire, quantifiable et validés. Le plus souvent, un critère de jugement est associé à un objectif. Pour illustrer tout ceci, prenons un exemple. Si nous restons dans notre projet d'étude concernant l'anxiété péropératoire et l'anesthésie loco-régionale en orthopédie, voilà ce que pourrait être un exemple d'objectif principal. Comparer les effets sur l'anxiété péropératoire de l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle comme outil hypnotique par rapport à la prise en charge standard. Voilà ce que pourrait être le critère de jugement principal permettant de vérifier cet objectif, de le mesurer. Un score d'anxiété mesuré par une échelle verbale numérique. C'est un score qui est validé par la littérature, qui nous permet de mesurer l'effet du casque versus une prise en charge standard sur l'anxiété péropératoire dans le cadre d'une chirurgie sous ALR seule en orthopédie. Des exemples d'objectifs secondaires maintenant. Le premier, déterminer si l'utilisation du casque de réalité virtuelle dans notre contexte diminue le taux d'échec d'ALR. Un second, déterminer si l'utilisation d'un casque est associée à une meilleure satisfaction post-opératoire pour le patient. Voyons les critères qui nous permettraient d'évaluer ces deux objectifs. Pour le premier, ce pourrait être un taux de recours mesuré à l'anesthésie générale. Et pour le second, les réponses des patients au questionnaire de satisfaction Evan-Heller, ou évaluation du vécu de l'anesthésie loco-régionale. C'est un questionnaire de satisfaction qui est validé, qui a été validé en anglais par des études robustes et qui a été validé également en français. Donc on pourra l'utiliser, c'est un outil validé. Intéressons-nous maintenant aux critères d'inclusion et aux critères de non-inclusion qui vont nous permettre de déterminer de façon précise la population sur laquelle portera l'étude. Les critères d'inclusion sont des critères positifs. Ils correspondent aux caractéristiques que doivent présenter les patients pour être inclus dans l'étude. À l'opposé, les critères de non-inclusion, ce sont des critères négatifs. Ils représentent les caractéristiques que ne doivent pas présenter les patients pour être inclus. L'ensemble de ces critères doivent être pertinents pour cibler précisément la population et éthique. Si l'on reprend notre exemple de projet d'étude, voilà quels pourraient être certains des critères d'inclusion et de non-inclusion. Pourquoi avoir choisi des patients majeurs? Peut-être parce que le casque serait trop grand, trop lourd pour les enfants. Peut-être existe-t-il déjà une étude similaire qui s'intéresse à la population pédiatrique. Seront inclus les patients opérés sous ALR seuls en chirurgie orthopédique. Il s'agit de notre cible précise pour cette étude. Les patients opérés en urgence ne seront pas inclus, parce qu'on considère que le contexte est trop différent de la chirurgie programmée, et une anxiété qui est différente, peut-être plus importante. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre étude. Et seront non inclus également les patients en incapacité de comprendre les échelles d'évaluation, parce qu'il y a un risque de données manquantes, et également un risque plus éthique de générer un stress supplémentaire chez ces patients. Cette diapositive est destinée à résumer de façon schématique le chemin qui permet d'aller d'une question de départ jusqu'à une hypothèse de recherche pertinente et innovante. Tout d'abord, se confronter à la vie des autres, collègues, experts, patients. Ensuite, mener une recherche bibliographique et documentaire. Je vous ai déjà parlé de PubMed, de PubMed Central, mais il y en a d'autres. Il y a la Cochrane Librairie, il y a CINAHL, et il y a également les textes législatifs, les référentiels, les sociétés savantes. Ensuite, un travail de réflexion est important,
parce que ça permet de faire une synthèse des éléments que l'on a récupérés, d'étudier la faisabilité de notre projet d'étude. Donc, mon objectif aujourd'hui était de partager avec vous des éléments pour vous permettre de débuter dans la recherche clinique, pour savoir par où commencer. Alors bien sûr, votre travail ne s'arrêtera pas là. Il y a encore de nombreuses étapes à passer par la suite. Il faudra penser plus tard aux aspects pratiques, au déroulement de votre étude. Il y aura certainement des démarches éthiques et réglementaires à faire. Il faudra passer par l'écriture d'un protocole complet et détaillé, et également penser à la promotion et au financement de votre étude. En conclusion, sachez que la constitution d'une hypothèse de recherche pertinente et innovante est une étape essentielle. Elle constituera la fondation de votre projet de recherche. Sachez aussi que vous n'êtes pas seul. De nombreux professionnels peuvent vous aider dans votre projet. Statisticiens, méthodologistes ou soignants qui ont déjà mené des projets de recherche. Et enfin, ne pas oublier le patient. Il doit rester central à chaque étape de votre projet de recherche. Je vous remercie pour votre attention. Merci Ludovic pour cette présentation. Peut-être d'abord demander à Julie, Laure et Aubry s'ils ont des questions, puisqu'ils sont eux-mêmes impliqués dans la recherche. Moi, j'ai trouvé ça très clair, très intéressant. Donc, merci beaucoup Ludovic pour cette présentation. J'ai particulièrement apprécié. Moi, j'ai une question que je vais vous retourner à vous maintenant. Est-ce que vous avez, vous, peut-être un parcours exemplaire? Qu'est-ce que vous avez pu faire, vous, pour commencer? Qu'est-ce qui vous a permis? Est-ce que ce sont des rencontres? Est-ce que ce sont des structures autour de vous? Comment avez-vous pu vous lancer dans la recherche, en fait? Peut-être vous servir de votre expérience personnelle. Je vais commencer par répondre, mais comme je le disais, en fait, moi j'ai un cursus particulier du fait de mon statut de militaire où dès la sortie d'école d'infirmier, j'ai intégré directement un institut de recherche biomédicale des armées qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier tout de suite et de pouvoir finalement avoir un réseau de chercheurs autour de moi qui nous encouragent tous à continuer là-dedans, et il y a une émulation qui fait que clairement, quand on met le pied dedans, de toute façon, je pense qu'on finit passionné et on a toujours envie de chercher, d'aller toujours plus loin. Alors, votre travail avait été initié à l'école. Est-ce que la présentation de Ludovic, ça vous clarifie les choses aussi, peut-être pour continuer vers d'autres aventures? Oui. Oui, tout à fait. Ça me donne envie de poursuivre. Moi, réellement, le fait de faire de la recherche et même le travail de mémoire, quand je suis rentrée à l'école d'IAD, c'était presque la chose qui me faisait le plus peur et que j'avais vraiment pas envie. Je savais que ça faisait partie intégrante des unités d'enseignement. Et en fait, je me suis découvert quelque chose que j'apprécie faire. Et vraiment, moi, dans mon mémoire, dans la recherche, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire, quoi. Ça n'a pas été vécu comme une corvée, alors que à la base, je le ressentais comme ça, moi, ce travail. Et maintenant, je rejoins Aubry, je dois faire partie de ceux qui ont moins de 50 diplômes et qui se sentent plus concernés par la recherche que par rapport aux aînés. Alors je pense qu'Aubry est là, oui. Tout à l'heure, on discutait justement de professionnels qui étaient intéressés par la recherche, ceux qui l'étaient moins ou pas. Alors, oui, j'ai quand même le sentiment, et je voudrais savoir si vous partagez cette idée ou pas, parce qu'une fois qu'on est impliqué dans la recherche, forcément, on a un intérêt. En revanche, j'ai l'impression qu'on a quand même de plus en plus de professionnels qui sont sensibilisés et qui sont intéressés. Et d'ailleurs, pas forcément des diplômés de moins de 5 ans, parce que il faut quand même appréhender un peu le métier avant de se tourner vers la recherche. Donc, c'est souvent pas la première ou la deuxième année. Mais par contre, on peut avoir une bonne alchimie entre ceux qui ont envie et ceux qui sont formés. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de supports, de ressources et de personnes qui ont envie. Ou alors, je me trompe.
Moi, je peux peut-être répondre, je sais pas, peut-être que mes collègues auront le même discours, mais moi, je pense que ça s'auto-entretient, en fait, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on était un, deux à être intéressés, et moi, j'ai commencé, non pas à l'école, enfin, si, j'avais fait évidemment à l'école, mais c'était surtout un manque intellectuel qui m'a poussé à faire ça, en fait. C'est que je me posais des questions, je voyais qu'il y avait des gens qui se posaient des questions, et puis, en fait, à un moment, comme tout le monde se pose des questions et qu'on va pas plus loin, voilà, j'avais besoin de faire travailler un peu ma tête et du coup c'est pour ça que moi j'ai commencé. Après j'ai bien vu qu'il me manquait de la formation, donc je me suis formé et puis ça a été pareil. Après pour mes collègues, je vois très bien qu'il y a un manque de formation, en tout cas pour les plus âgés, il y a un manque de formation et ils osent pas trop demander. Mais une fois qu'ils commencent à demander, à s'y intéresser, eh ben, c'est à nous aussi de leur montrer que on est là pour eux et de leur partager des choses comme a fait Ludovic. C'est des choses comme ça qu'il faut pas forcément mettre en place, pas forcément à l'écrit, je veux dire, mais au moins à l'oral. Il faut qu'on soit là, il faut qu'on puisse être disponible. Ils nous appellent. Ah bah là, qu'est-ce qu'on fait déjà? Enfin, nous, je sais que pour les études qu'on met en place, ils nous appellent n'importe quand, même quand on n'est pas là. Ils ont nos numéros, ils nous appellent. Ah bah là, je comprends pas, je me rappelle plus. Là, ça marche pas. Pourquoi? Faut qu'on soit dispo, faut qu'on soit là pour eux, et il faut qu'on leur montre que ils sont indispensables. De toute façon, ils sont indispensables. Mais il faut vraiment leur montrer, leur dire. Et dans ces cas-là, c'est un peu une émulation globale. C'est-à-dire que oui, les jeunes, ils sont hyper intéressés. Clairement, là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Amandine, c'est que justement, j'ai envie de les intégrer tout de suite, en fait. Je me suis rendu compte qu'en les intégrant tout de suite, oui, ils ont envie de développer leur métier IA, voilà, de se confronter avec ce qu'ils ont appris à l'école et tout, mais et ils ont peur de se mettre à la recherche parce qu'ils disent oui, c'est pas forcément une priorité, alors que on peut tout faire en fait, on peut tout faire un petit peu, on peut tout faire, et puis le fait qu'ils soient là aussi, les nouveaux, ça permet aux anciens, aux plus anciens, de se rendre compte que il y a peut-être des choses qu'on peut se transmettre les uns les autres, et du coup, je compte vraiment beaucoup sur eux. Ceux qui sont arrivés depuis 2 ans, là, vraiment, c'est ceux que j'ai le plus impliqués pour l'instant, et c'est ceux qui se sentent le plus impliqués, mais en même temps, bizarrement, c'est ceux qui ont le plus peur aussi. Mais par contre, ils sont là. Ils sont là, ils sont présents, on leur demande des trucs, on leur propose d'aller faire des présentations, et en fait, même s'ils ont peur, ils le font. Ils le font et on en parle tous ensemble. Le fait d'en parler tous ensemble, ça émule un peu les plus âgés. Évidemment, il y a toujours ce que je disais tout à l'heure, il y a toujours des gens qui sont vraiment voilà, levés de bouclier, je veux pas en entendre parler, c'est pas pour moi, nanana, nanana. Ok. Et puis il y a ceux qui changent petit à petit d'avis. Et ça c'est génial. Parce que je vois très très bien un collègue à moi, il y a pas très longtemps, lui c'était je veux pas en entendre parler, la recherche c'est de la merde, nanana. Bon bref, vous voyez très bien le genre de qui je veux parler, enfin le genre de personne de quel je veux parler. Et en fait, il est revenu vers moi il y a pas très longtemps, il m'a dit j'ai eu des échos positifs de ce que vous faites, finalement c'est plutôt pas mal, bon on peut peut-être s'y intéresser. Et ça n'a pas de prix en fait. Ça n'a pas de prix. D'avoir des personnes qui s'y intéressaient pas du tout et finalement qui reviennent vers nous, qui nous disent finalement c'est pas mal ce que vous faites, vous servez pas à rien, parce que nous on a eu, enfin je sais pas pour mes autres collègues, mais on a eu le droit quand même au fait que c'était un travail fictif ce qu'on faisait, hein. Ça va aller jusque là, hein. Donc voilà, et c'est très difficile même à nos propres collègues de montrer qu'on sert à quelque chose. Voilà. Et à partir du moment où ils ont compris, c'est super, c'est super. Enfin, le boulot il est fait, quoi. Enfin, j'ai envie de dire. Alors moi, sur un petit point, je pense qu'on on s'est pas bien compris, parce qu'en fait, on est d'accord. Moi, je pense Ouais. que les jeunes diplômés, il faut les impliquer. Ah Simplement, oui, souvent, ils osent pas y aller. Ils osent pas parce que. voilà, c'est ça. Mais complètement, mais Et en fait, complètement. la richesse, c'est qu'on peut avoir des professionnels comme Laure qui viennent de Mhm. faire un travail, qui sont dedans et qu'il il y a tout ce qu'il faut, c'est un terreau formidable. Ouais. Et mélangé avec un peu plus d'expérience où ils vont avoir enfin, voilà, des choses peut-être sur la manière d'implémenter la recherche sur le terrain ou des questions qui se posent, ils savent pas tellement comment la mettre en musique recherche. Et je pense que cette alchimie, ça fonctionne bien. Bon, moi, j'ai essayé, mais j'ai pas. C'est Il y a vrai? des mouvements dans les équipes, mais Ah, en fait, on a des motivations, mais c'est vrai qu'il faut. Il y a toujours cette problématique temps. Euh, ouais. alors, C'est, quand c'est- on voit la présentation de Ludovic, on voit que c'est assez synthétique, on voit qu'il y a des choses qui. Voilà, c'est assez cadré, il y a une suite. Après, c'est hum, vrai que tout ça, ça prend du temps, mais ouais. je pense qu'il y a aussi un facteur qu'on a peut-être pas trop évoqué aujourd'hui, mais je pense que tous les trois, là, vous n'avez pas fait vos travaux tout seuls.
La recherche, c'est jamais tout seul, hein, quoi qu'il arrive. Jamais tout seul. C'est jamais tout seul. Donc, il y a une équipe. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de ressources maintenant dans les établissements, mais c'est encore très méconnu. En fait, voilà, on sait tous qu'on a un directeur du personnel sur le site où on travaille. On connaît pas forcément le site de la recherche. On connaît pas forcément les structures. Alors, moi, je trouve ça un peu surprenant, par exemple, que vous ayez sur une autre URC que celle de rattachement, mais en fait, peu importe, parce que l'URC dont vous parlez, il y a une vraie motivation pour faire de la recherche paramédicale. Donc voilà, parfois, il faut aller faire, voilà, faut se rapprocher des ressources là où elles existent. Ce qu'on essaie de dire à l'ASFAR, c'est que les ressources existent, donc j'en profite pour placer le réseau recherche, dont Ludovic fait partie, puisque je vous ai dit que c'était notre référent à nous, recherche. Hein. Il y a le réseau recherche, on met en place, on vous en parlera un petit peu tout à l'heure, des ICRF, donc un cahier de recueil pour la recherche en ligne, enfin pas mal d'outils. Donc il y a aussi, via les sociétés savantes, via les réseaux recherche ou via les sites, il y a quand même une offre assez abondante d'aide. Par contre, voilà, c'est quand même... au niveau méthodologie et motivation. Enfin, je crois qu'il faut un entourage et de la motivation pour arriver à ce que vous avez fait. Moi, pour répondre un petit peu à tout ce que vous avez dit, je pense que la recherche paramédicale et la recherche des IAD en particulier, elle existe depuis longtemps. Mais en fait, il fallait vraiment qu'il y ait des gens extrêmement motivés, pas économes de leur temps, et qui aient eu la chance de faire les bonnes rencontres en fait pour pouvoir mener à bien leurs travaux de recherche. Je pense que c'était beaucoup basé sur ces éléments-là. Maintenant, comme vous venez tous de le décrire, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place. Les sociétés savantes intègrent les paramédicaux et leurs travaux de recherche. Localement, il y a des appels d'offres pour des financements. Donc ça commence, il y a une fenêtre météo favorable pour moi en ce moment, qui est en train de s'ouvrir. Et effectivement, même si c'est encore méconnu, je pense que nous, il faut qu'on travaille sur la qualité des outils qu'on peut proposer aux gens, et puis sur de la communication aussi. Parce qu'effectivement, le constat, c'est que les gens ne sont parfois même pas au courant qu'il existe des structures, que les sociétés savantes peuvent les aider, qu'il y a des tutorats, qu'il y a beaucoup de choses qui existent en fait. Donc je pense qu'il y a un travail de communication qui est très important à faire. Et puis, c'est une dynamique. Donc je pense que là, la voiture a un petit peu de mal à démarrer, mais une fois qu'elle sera lancée, je pense qu'on est très nombreux. Hein. Les IAD, on est plus de 10 000. Je pense que on peut vraiment être une force importante. Et puis c'est aussi grisant parce que, même comme je le disais, et par respect par tous les gens qui ont fait de la recherche parmi nos aînés, là, s'il y a quelque chose qui se lance vraiment, je pense qu'on aura profité de leur travail, mais on arrive aussi dans un terrain qu'il faut encore défricher. Donc ça peut être vraiment grisant. Là aussi, on a évoqué le temps de la recherche, on peut aussi évoquer le financement. Parce que Ludovic nous parle de fenêtres favorables, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience des financements qui peuvent être levés par la recherche paramédicale. J'entends prise de conscience souvent par les établissements, hein, parce que on a aussi maintenant une ouverture sur pouvoir avoir du temps dédié, avoir du financement. J'en profite peut-être pour... donc, Laure, c'était un travail sans temps dédié. Julie, c'est au sein d'une unité de recherche. Aubry, est-ce que vous avez eu du temps dédié pour vos travaux? On vous a plus en son. Ton micro, Aubry. Pardon, désolé, j'avais pas vu que j'avais coupé. Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, on en a depuis pas si longtemps que ça en fait. Hein. Donc au début, c'était vraiment, on se débrouillait les premières années, et puis après, on en a eu de l'officieux. Et depuis qu'on s'occupe des étudiants, on peut faire jouer le fait d'avoir des étudiants et de devoir s'en occuper vis-à-vis de la direction et de pouvoir avoir un petit peu de temps dédié. Mais c'est parce qu'on a des étudiants qu'on a du temps dédié. C'est-à-dire que si c'était juste pour nous, pour faire nos études, je pense que ce serait beaucoup plus difficilement défendable, hélas. Et on joue là-dessus, hein, clairement. Donc les heures qu'on a en plus pour les étudiants, on se charge des étudiants. Et puis quand ils sont lancés sur des trucs et qu'ils nous demandent pas de l'aide, on s'occupe de nos études, du futur, des trucs qui marchent pas, qui avancent pas. Voilà. Mais en tout cas. C'est vrai que sans temps dédié, ça allait moins vite. Parce que déjà, la cinétique de la recherche, c'est vraiment un truc
Quand on est pressé, c'est compliqué, hein, on ne se rend pas compte à quel point c'est difficile et que ça avance pas vite. Dès qu'on n'a pas de temps, surtout si on a plusieurs fronts à gérer, c'est plus difficile, effectivement. Donc ouais, le temps dédié, pour nous, ça a tout changé, hein, clairement. Ça, Si c'est je me évident. permets une petite aparté, alors moi c'était absolument pas du temps dédié en fait parce que cette activité à la Fédération française d'athlétisme, je suis bénévole donc c'est du temps en plus du travail. Alors certes c'était avec mes collègues militaires de l'Institut de recherche biomédicale des armées, mais tout ce que moi j'ai pu faire là-dessus en tout cas c'était du temps en plus du temps de travail qu'on fait au quotidien. D'accord, donc Julie, vous travaillez sur une unité de recherche, mais ça c'est un travail annexe. Alors, je travaille pas sur une unité de recherche. Moi, je reste avec mes contacts pour pouvoir continuer à faire de la D'accord. recherche avec les contacts que j'avais quand j'étais affectée dans cet institut. Maintenant, je n'ai absolument aucun contact dans l'hôpital dans lequel je travaille avec l'unité de recherche. À un moment donné, quand je suis arrivée en poste sur cet hôpital-là, j'ai voulu développer des projets de recherche, comme ce que j'avais pu faire pendant mes études d'infirmière anesthésiste. On m'a un petit peu claqué la porte au nez à un moment donné. C'était pas le bon moment, c'était pas voilà, il y a des rencontres, comme disait Ludovic, il y a des rencontres, il y a des moments. Là, c'était pas le bon moment, ça l'est certainement plus maintenant. Voilà, du fait de cette évolution-là, clairement, moi, je suis restée avec mon ancienne équipe, du coup, que je connais, avec qui on a l'habitude de travailler, et on a notre propre dynamique, ce qui nous permet de continuer de mener à bien des projets de recherche. D'accord, mais tout ça en marge de votre activité professionnelle. Ah oui, oui, oui. Oui, donc ça correspond à tant motivation, hein. Ah bah oui, oui, tout à fait. Moi, pour le coup, de mon côté, ça a été un peu plus aisé vu que ça faisait partie du temps de formation en fait pour avoir le diplôme d'état d'infirmier anesthésiste. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir des guidins, une équipe pédagogique et également un collaborateur associé à ce travail qui était très présent, qui m'ont réellement bien guidée puisque sans eux, toute seule, de toute façon, je ne serais pas arrivée à un tel résultat. Donc, je les remercie aussi encore aujourd'hui. Est-ce que Laure, tout ça, ça vous motive à continuer? Parce que moi, j'aimerais bien, hein, je vous attends à l'ASFAR sur ces prochaines années, hein. Alors oui, ça me motive. Après, je pense que maintenant, étant sortie du cursus scolaire de l'école d'IAD, je pense que comme mes collègues, ça va être le facteur temps en fait qui va peut-être manquer. Donc voilà, après à voir quoi. À voir, mais il y a plein de projets pour continuer cette étude, donc à voir. C'est maintenant, parce que là, vous avez eu 2 ans bien occupés, donc vous avez plein de temps libre. Oui. Vu comme ça. Oui, par rapport à l'école, oui. Alors, je ne sais pas s'il nous reste encore un petit peu de temps pour les questions. Je suis mauvais maître du temps, hein. Donc, grâce à Laure, on a vu que la méthodologie de la recherche était globalement acquise dans les écoles d'infirmières anesthésistes, on est d'accord. Et avec les échanges qu'on a eus aujourd'hui, donc on mais qu'il fallait donc du temps, mais surtout, donc moi, ça dépend beaucoup des rencontres, et là je rejoins beaucoup Ludovic et Aubry. Parfois on vient vous chercher, où il y a des moteurs dans une équipe ou dans un CHU, dans un CH, qui nous donnent envie de faire de la recherche, et ça fait émulation. Et parfois on peut avoir toute l'énergie du monde, hein, connaître la méthodologie, mais se sentir un petit peu isolé. Et là, d'où l'intérêt maintenant donc des réseaux de recherche, de l'ASFAR, qui peut être guidante, même si c'est de façon nationale et pas une guidance de proximité comme on pouvait l'espérer parfois. Vous me rejoignez ou pas, Ludovic et... Enfin, pour ma part, je suis complètement d'accord, hein. C'est complètement ça, hein. C'est le bon moment, c'est ce que disait Ludovic tout à l'heure, hein. C'est au bon moment, à l'instant T. C'est une question de chance en fait aussi. Donc voilà, on tombe sur quelqu'un avec qui on discute et puis on se rend compte que ah bah tiens, elle peut peut-être m'aider sur ça. Ah bah tiens, je peux peut-être t'aider sur ça. Est-ce que tu veux un coup de main? Voilà. Et d'ailleurs, enfin pour nous, on a rajouté une petite corde à notre arc depuis pas longtemps. On propose, alors c'est nouveau, hein, on propose aux étudiants IAD qui sont passés chez nous de mettre en abstract avec eux leur mémoire et de les présenter à différents congrès
ce sera pour l'année prochaine maintenant. Certains ont été acceptés, alors pas d'autres, hein, parce que tous les travails ne se valent pas, évidemment. Mais voilà, on accompagne les étudiants qui pourtant ont fini et ça permet de garder le contact avec ceux qui sont passés et puis de se créer un petit réseau comme ça, même national. Alors oui, c'est vrai que local est important, mais national, ça peut être sympa aussi. Et donc on garde un contact et on leur propose de procéder à, à la mise en valeur de leur travail du coup pendant les 2 ans lors de congrès. Et ça c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui a l'air de bien plaire et puis en plus qui marche bien parce qu'il y en a un notamment qui était en lice et qui va être potentiellement primé pour cette année. Donc c'est plutôt bien. Je suis assez content de ce résultat-là. Et du coup, on garde contact avec tous ces gens-là qui ont été intéressés, qui sont passés chez nous, et ça crée un réseau de personnes potentiellement importantes pour les futures recherches, quoi. Oui, je pense que c'est aussi un pied à l'étrier, hein, de valoriser les travaux des étudiants, parce qu'après, je pense que ça donne envie, hein. Enfin, on a de plus en plus de présentations des étudiants de leurs abstracts sur leurs travaux de fin d'études. Et franchement, enfin, on se régale parce que on sent qu'il y a un appui méthodologique derrière. Comme nous disait Laure, ils ont un espace-temps pour le faire aussi, donc c'est quand même important. Et pour les équipes qui les ont encadrés sur ces travaux, c'est hyper valorisant et de les voir présenter, puisque c'est des travaux vraiment enfin, de grande qualité. Et on espère en avoir de plus en plus, hein. On espère surtout qu'une fois étudiant, ils nous fassent d'autres recherches en tant qu'IAD. C'est surtout voilà, qu'il y ait une continuité. Ça, c'est le voilà, pied à l'étrier, mais je pense que commencer, je pense que ça laisse, je pense que ça laisse tomber pas mal d'appréhension de pouvoir faire le cursus jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à une présentation en complet, et puis voilà, je pense que c'est quand même, c'est un beau chemin. Mais effectivement, on attend. Voilà, je ne sais pas si vous aviez d'autres questions, d'autres remarques à faire. Daniel? Une petite dernière question sur un côté pratique. De plus en plus d'étudiants donc font ah pardon, j'ai pas peut-être mais oui, de plus en plus d'étudiants font passer leurs enquêtes sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça crée un biais? Voilà, parce que c'est vrai que c'est la grande mode actuellement. Qu'en penses-tu? Oui, si je peux répondre, moi oui, enfin, c'est un moyen puissant qui permet d'avoir beaucoup de données, mais il y a effectivement un biais, hein, c'est le biais lié aux réseaux sociaux, c'est qu'on est dans des bulles, donc peut-être qu'on ne s'adresse pas à une population qui est représentative, et qui est peut-être déjà intéressée par la recherche, voilà, on aura des réponses sans doute un petit peu biaisées. Donc c'est puissant, mais comme dans la vraie vie, en fait, les réseaux sociaux, c'est très puissant, mais il faut s'en méfier et il faut en connaître les défauts. Voilà ce que je pourrais dire. Je ne sais pas si Aubry et mes collègues ont d'autres remarques. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que c'est un des biais de sélection qui peut arriver quand on utilise ça. Donc effectivement, la puissance, elle est là. Par contre, on ne sait pas du tout finalement à qui on parle. Alors, bon, ce sera un peu malvenu, mais quelqu'un peut tout à fait se faire passer pour un professionnel et répondre n'importe quoi, hein, pourquoi pas. Mais enfin bon, dans la réponse qu'on a eue, c'est pas l'impression qui ressort, hein, bien sûr. De manière générale, les réseaux professionnels, souvent, ce sont des professionnels. Maintenant, c'est vrai que c'est pas parce qu'on met je suis IAD que la personne elle est IAD ou qu'elle est infirmière ou en fait dans la vraie vie elle l'est pas. Enfin voilà. Donc du coup, c'est vrai que ça peut biaiser et puis après il y a le sujet, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Le sujet, à partir du moment où ça va nous toucher ou on a envie d'y participer, et ben on va y aller, on va répondre au questionnaire. Alors qu'un autre truc, c'est de c'est bon, la curarisation encore, bon bah j'ai pas envie. Voilà. C'est typique. Quand le sujet nous touche et qu'on a envie d'y répondre, ben, du coup, on est plus touché, donc les réponses ne seront pas équivalentes à la population globale. Voilà, c'est normal. Très bien, merci. Et dernière question, vous savez que dans plusieurs études, et dans la plupart d'ailleurs, il faut l'autorisation de la CNIL, donc Comité national de l'informatique et des libertés. Est-ce que c'est l'IAD de recherche qui demande cette autorisation? Est-ce que vous êtes aidé par une autre personne qui fait la recherche avec vous?
je sais pas qui veut répondre, enfin moi je peux. Vis-à-vis de la CNIL, et que ce soit le CPP ou la CNIL, ce dont on parlait tout à l'heure, nous on fait tout seul maintenant. Voilà. Sauf que voilà, enfin maintenant on a l'habitude, donc on le fait. Voilà, on se déclare, on fait des choses, voilà, maintenant on le fait, mais et dès qu'on est sur un petit écueil, alors c'est de moins en moins évidemment, on appelle les copains de l'URC et puis ils nous sortent de là, voilà. Alors, il y a encore des choses qu'on sait pas faire, hein, les ICRF, tout ça, on sait pas les monter, on sait pas les fabriquer, mais il y a des gens très compétents à l'URC qui sont capables de le faire, voilà. Mais de manière générale, pour une étude classique sans une envergure phénoménale, on peut le faire tous. Enfin, en tout cas, je pense que c'est tout à fait faisable de le faire tout seul. Une fois qu'on a un petit peu de billes, c'est complètement faisable. Très bien, merci beaucoup. Bien, Encore je des pense que- questions? Oui. On va clôturer la journée. Je pense que c'est le timing. Bon, le mot de la fin est pour Ludovic qui va nous présenter tous les prochains travaux à venir de la SFAR. Entre autres. Bien, tout d'abord, merci à tous les participants, hein. C'était vraiment un échange très riche, très intéressant. On n'était pas inquiets, on avait vu la qualité de vos travaux, on se douterait bien qu'à l'oral, ce serait très très bien également. J'espère que les gens qui ont pu assister à ce replay ont également été intéressés. En tout cas, il sera disponible prochainement, donc en replay sur le site de l'ASFAR. J'ai pas de date encore, mais dans les prochaines semaines, certainement, vous pourrez le revoir dans son intégralité, tranquillement au chaud, parce qu'aujourd'hui, on sait que le contexte Covid fait qu'il y a beaucoup de nos collègues qui sont au bloc opératoire, qui sont dans des réanimations éphémères, qui sont en train de faire des transferts SAMU, donc en tout cas, ils auront cette possibilité quand l'hôpital leur laissera un peu de temps. Donc, je voulais aussi parler tant qu'on est sur le site de l'ASFAR, hein, le site de l'ASFAR est en cours de rénovation. Donc, la partie IAD a été refaite tout récemment, hein, il y a quelques semaines. Donc tout est bien rangé maintenant. Et puis on a essayé d'apporter des choses un petit peu nouvelles, hein, donc de l'actualité. Et puis en particulier il y a un retour d'enquête très intéressant qui a été fait sur la première vague de l'épidémie du Covid-19, hein, quel a été le rôle de IAD pendant cette phase, au mois de mars de l'année dernière. Également, il y a une veille bibliographique qui est disponible en ligne, avec une sélection d'articles qui peuvent être des articles paramédicaux, des articles médicaux, mais en tout cas qui peuvent intéresser notre pratique au quotidien, qu'on essaiera de renouveler tous les 2 mois à peu près. Je voulais faire une communication également. Donc le congrès se déroulera, je l'espère, en présentiel au mois de septembre prochain. L'appel à la communication pour les abstracts est prolongé jusqu'au 2 mai à minuit. Hein, grâce ou à cause du Covid, en tout cas, il est prolongé, donc il y a possibilité pour les gens qui sont autour de vous ils ont encore un petit peu de temps pour envoyer leur abstract. Je voulais vous conseiller également, même si nous sommes tous occupés par le Covid en ce moment, il y a un hors-série de la SFAR qui s'appelle Le Masque et la Plume, là en ce moment, hein, qui est un hors-série 100% Covid qui est très très intéressant. Ça permet vraiment de faire un point sur l'épidémiologie, sur les traitements médicaux qui sont en test en ce moment. Un point sur les vaccins également, sur des nouveaux modes d'oxygénation, et également sur si je me rappelle bien, sur les Covid, ce qu'on appelle les Covid longs, donc les conséquences à long terme du Covid. Donc c'est vraiment on veut se sortir un petit peu du Covid, on s'y met, on y passe un petit quart d'heure et on a fait le tour du sujet pour un petit moment et ça permet de passer à autre chose. Je voulais également vous dire qu'il y aura un prochain WebIAD qui est organisé le 3 juin 2021 à 10h. Le sujet, ce sera sur le bon usage de l'Évoque. Ce sera présenté par une équipe de Gustave Roussy. Donc il y aura Valérie Billard et puis une IAD dont je n'ai pas le nom encore de son équipe. Je voulais également vous parler d'autres projets du comité IAD de l'ASFAR. Hein. Ce serait d'avoir des présentations qui pourraient commencer au mois de mai, et on va voir si c'est possible d'organiser ça au plus vite, qu'on appellerait sur l'activité des IAD hors bloc, hein, ou dans les sabots d'un IAD, quels sont les travaux qu'on peut faire un petit peu en dehors du bloc. Alors, le premier épisode s'intéresserait au déchocage, ce serait présenté par une équipe de Grenoble, que c'est un des plus gros déchocages de France. Et puis peut-être on s'intéresserait dans une session ultérieure au rôle des IAD dans SSPI. Voilà, donc je voulais vous remercier encore je voulais remercier
tous les gens qui ont pu assister à cette présentation. C'était une première, il y avait des problèmes techniques apparemment, on les a pas tous vus, mais bon, j'espère que, en tout cas, au moins le replay sera disponible et de qualité. Et puis voilà, je voulais aussi dire que là, on a parlé de recherche, ça fait partie des soins, mais on sait qu'en ce moment, c'est compliqué pour tout le monde, hein. Les IAD sont extrêmement sollicités, comme beaucoup d'équipes soignantes, pas nous seulement, mais nous, on l'est aussi. Donc c'est très compliqué dans beaucoup d'hôpitaux. Il y a des gens qui ne peuvent pas prendre leur congé. On travaille dans des conditions parfois dégradées. On est obligé de faire de la réanimation alors qu'on n'en a peut-être jamais fait de sa vie ou alors il y a très longtemps, dans des conditions qui ne sont pas optimales. Donc tout ça c'est difficile. En plus ça dure, que nous avons les mêmes contraintes que la population générale dans notre vie de tous les jours et qu'en plus quand on va au travail, eh ben, on en a des supplémentaires. Donc en tout cas, voilà, la SFAR est vraiment reconnaissante aux IAD, hein, du travail qu'ils ont pu faire et qu'ils continuent à faire au quotidien, grâce à leur polyvalence, leur rigueur, leur efficacité et leur disponibilité. Voilà ce que je peux dire. Et je voulais peut-être laisser le mot de la fin à un visage féminin, puisque la recherche est très féminine. Nous sommes dans un milieu très féminin et c'est très bien comme ça. Nous, on n'a pas attendu les dernières années pour laisser la place aux femmes. Donc je voulais laisser le dernier mot à une de vous, mesdames. Je vais dire un petit mot, mais Marie-Pierre et Daniel, j'espère que vous en direz un. Je rejoins Ludovic sur le film et je suis très fière de tout ce qui est fait par les IAD et puis notamment par la gestion de cette crise. Et on peut vous assurer que la commission, le comité IAD, parce qu'on est passé en comité, vous apportera tout son soutien et tout son aide et que voilà, on est tous solidaires. Et malgré toutes ces congrès annulés, je suis très contente des présentations que vous faites, que vous ayez joué le jeu pour ceux qui sont là aujourd'hui, d'avoir pu faire les présentations. Un petit mot pour Isabelle Sopin qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui avait aussi préparé un très beau topo qu'on essaiera de diffuser ultérieurement. Et voilà, n'hésitez pas. On fait aussi un petit appel sur notre projet dans les sabots des IAD, parce qu'on vous sollicitera pour des petites interviews sur ce que vous faites, les travaux. Donc peut-être aussi sur la recherche, qui sera un thème qui arrivera probablement. Et bien voilà, merci pour cette journée. Pardon pour les auditeurs en live pour les soucis techniques. Si on a eu, et puis on espère que cette expérience vous a plu et qu'on pourra la réitérer. À bientôt. Bon, Amandine et Ludovic, vous avez tout dit, donc voilà, je vous rejoins tout à fait. Je veux juste dire qu'on est complètement solitaire de tous les IAD qui sont sur le terrain actuellement dans des unités Covid et pour lesquelles justement les thématiques de ce jour peuvent être peut-être en décalage par rapport à leur quotidien actuel, mais on faut toujours réfléchir à court terme, moyen terme et long terme. Voilà. Et on pense très fort à eux qui sont sur le terrain. Merci à tous. Eh bien, nous allons clôturer cette journée à l'heure et espérons qu'il y en aura beaucoup d'autres. À bientôt. Au revoir, merci à tous. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.